j'ai pas mal d'anecdotes. Je pense que si je devais en citer une en bonus, ce serait déjà que j'ai pu faire les cérémonies de médailles aux JO. Donc, j'étais sur le court quand Novak Djokovic a pris, enfin, pour la première fois sa médaille d'or. En fait, on a continué à enseigner, enseigner, enseigner. Et au bout d'un an, eh bien, en fait, on avait toujours. Enfin, c'est nous qui avions les plus gros joueurs, c'est nous qui avons le plus de joueurs. Et en fait, c'est ce qui a fait que un an après, on avait de la crédibilité avec vis-à-vis de Alexander Zverev. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier podcast Fungiball. Fungiball, le jeu fantasy qui va révolutionner l'univers du tennis. Donc aujourd'hui, moi je me présente, je suis le fondateur de Fungiball. Je suis aujourd'hui avec Max et Hippo Tennis. Donc on va vous présenter Hippo Tennis, on va parler d'actualité, on va parler de pronos, on va parler de tennis évidemment. Donc bienvenue à tous sur ce podcast. Et là, Max, je te laisse te présenter. Eh ben, bienvenue à tous aussi, je suis ravi d'être avec vous. Moi, j'ai créé le podcast Tennis Légende il y a maintenant 5 ans. J'ai réalisé 300 interviews. Monter, tourner, c'était un gros taf. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour en tourner une nouvelle et découvrir Hippo et découvrir aussi un peu plus Fungiball. Donc, trop content d'être là. Exactement. Il y aura une longue série avec des joueurs de tennis, des influenceurs, des personnes de l'écosystème. Et Hippo Tennis, on te laisse te présenter. Eh bien, moi je m'appelle Hippo. Déjà, merci de m'accueillir. C'est un honneur d'être le tout premier invité. Donc ouais, je m'appelle Hippo, j'ai 20 ans. J'ai toujours vécu dans la région parisienne et aujourd'hui maintenant j'étudie à Bordeaux. Et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc on me connaissait auparavant sous le nom de Raphaël Naba Hippo. Et depuis le début de l'année, maintenant je suis Hippo Tennis pour parler du tennis en général. Et ouais, de ma passion autour de ce sport. Et comment t'es venu du coup cette volonté de créer ta chaîne? Alors, c'est assez complexe à expliquer, mais au départ, je connaissais pas du tout le monde des réseaux sociaux. J'ai commencé vraiment à les avoir, à l'âge de 13-14 ans et j'étais quand même un grand fan de Rafael Nadal à cette période-là et comme par hasard, j'ai commencé à poster des photos et des vidéos de Rafa et j'ai découvert ce monde des réseaux tennis. Il y avait même Max de Tennis Legend, il y avait Functional Tennis qui était déjà là, mais on était peu quand même pour l'instant. Et j'ai commencé à poster les news sur Rafa et vraiment à partager mon soutien pour ce sportif. Et donc ça a bien duré. Ça a duré à peu près 5-6 ans. Et je suis monté à 170 000 abonnés à un moment. Donc ça a bien marché. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, maintenant, bah, je commence vraiment à me développer et à me détacher un peu de Rafa pour toujours continuer à parler de lui, mais en même temps à parler de ma personne, de ma passion pour le tennis. Et voilà. T'étais le compte le plus suivi, non, des fans de Rafa? Non, j'étais le deuxième. Il y a mon homologue Raphaël, qui lui Ouais, aussi est français, ouais. qui lui, il est là depuis 2014. Donc, je pense que, ouais, il a plus de 300 000 abonnés, donc Solide. très T'étais à solide. Malaga ou pas pour la dernière? Alors, j'étais à Malaga, mais j'étais pas là pour le dernier match, Ah j'étais là pour pareil, la ouais. finale. Donc oui, j'ai raté le dernier match de Rafa, mais en tout cas, j'étais là pour Roland Garros, Rome et Jean Loupin. Ouais, non, j'étais là pour de bons moments. Et tu penses que c'est Roland Garros qui t'a fait aimer Rafa ou tu l'aurais aimé d'une autre manière? Alors, j'ai découvert Rafa avec Roland Garros. Alors, mon tout premier souvenir de Rafa, c'est le quart de finale contre Almagro en 2010, assez précis. J'avais ce souvenir de ce joueur qui ressemblait un peu à un pirate avec son look, surtout qu'en plus en 2010, il avait une tenue assez colorée. Et ça m'a tout de suite impressionné déjà le joueur, mais en même temps, c'était France 2 aussi, la façon dont c'était raconté, les interviews avec cette voix qu'il traduisait, Monsieur Chamoulot qui toujours l'encensait. Donc ça a tout de suite été une sorte de coup de foudre. Et donc j'ai directement aimé Rafael Nadal. Et après, ouais, j'ai commencé à devenir un fan plus progressivement, en commençant à le découvrir à travers les réseaux sociaux, et plus à la télé aussi. Donc voilà. Il met quoi? Il met 3 petits sets à Almagro, il gagne en 4, Oui, je sais oui, je plus. crois qu'il lui met un 3 petits sets 3 petits sets. facile. Et t'as quel âge là juste? En 2025? J'avais 5 ans. Non, non, là Ah, aujourd'hui. parce que j'ai 20 ans. J'en T'as ai 20 21. ans. Ok. Ça fait combien de temps la page sur Je Rafa? l'ai 2018, donc ça fait 7 ans. Ok. Et tu disais que t'étais à 170 000, c'est quoi? C'est que t'as perdu quelques abonnés depuis sa retraite? C'est ça, oui. En fait, déjà depuis sa retraite, ça commençait déjà à baisser. Et en même temps, Ah quand ouais. j'ai commencé à parler de tennis en général, les gens adhéraient un peu moins. Parce que déjà, quand tu vois Novak Djokovic sur ta page, je pense que les gens aiment un peu moins. Je me casse. Mais non, oui, je pense que les gens sont un peu moins intéressés maintenant. J'essaie quand même de continuer à garder cette dose de contenu sur Rafa parce que c'est ce qui les intéresse.
mais j'essaie aussi un peu de m'en détacher en parlant de moi et en parlant du tennis et de l'actualité. Ouais, tu essayes de te diversifier en fait. C'est Sur, ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je veux à travers la création de contenu, c'est continuer en fait à vivre des opportunités. Ouais. Parce que en 7 ans, 6-7 ans de contenu autour de Rafa, j'ai vécu des choses qui sont totalement dingues. J'ai pu jouer en exhibition à Roland Garros sur le Simon Mathieu, Énorme. grâce à We Are Tennis et Domingo. J'ai pu taper la balle sur le Châtrier, j'ai pu voyager autour du monde, j'ai pu rencontrer tellement de personnes. Et c'est totalement dingue. Et tiens, comment ça se intéressant. passe d'ailleurs? Parce que tu es contacté par les marques te payent finalement les voyages et tu peux aller ensuite rencontrer. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent aussi Mhm. créer leur propre contenu autour du tennis. Comment ça fonctionne? Alors, moi, j'ai bien sûr, j'ai eu énormément d'aide. Euh, alors, c'est plus moi qui me suis démerdé. C'est pas trop les marques qui m'ont aidé, même si j'ai eu la chance d'avoir Babola qui a fait quelques partenariats. J'ai eu We Are Tennis qui m'a permis de vivre énormément d'opportunités. Oui, Tennis qui est BNP Paribas, hein, C'est on ça, peut c'est préciser ça. pour ceux qui Alors, regardent. ouais, ils m'ont découvert en 2022 et ça a tout de suite matché. Je pense qu'ils ont aimé mon côté passionné, surtout autour de Rafa, mais en même temps du tennis. Et donc, ils se sont dit, on va lui faire vivre des opportunités. Et donc, ouais, j'ai pu faire ce match sur le Simon Mathieu. J'ai pu vivre le match de Rafa en étant filmé, le dernier contre Zverev. Donc, c'était un grand moment d'émotion. C'est-à-dire en étant filmé? En fait, ils ont fait une série qui s'appelle La Ultima Ouais. pour la dernière de Rafa. Donc, ils ont fait 3 épisodes. Un épisode où ils me découvraient en train de regarder un entraînement de Rafa et en expliquant un peu qui j'étais. Deuxième épisode pendant le tirage au sort, donc dans l'orangerie. Moment assez privilégié aussi parce qu'on n'entre pas dans l'orangerie Ah oui, comme ça. facilement. Et le dernier épisode, j'avais un caméraman donc, qui était avec moi encore une fois et qui était assis sur les escaliers à Roland Garros et qui me filmait pendant le match, qui filmait mes réactions. Incroyable. Donc ça fait un peu bizarre parce que quand même c'était quand même un match assez important et donc j'essayais de contenir quand même mes émotions, mais à la fin il m'a tué avec une question à la fin du match qui me demande qu'est-ce que tu lui dirais s'il était en face de toi. Et là je fonds en larmes devant la caméra. Bah voilà. Et heureusement il coupe parce que j'avais réussi à tenir mes émotions, mais là Ouais. pendant 30 minutes j'étais en larmes dans tout Roland. Ah ouais, tu le vis intensément. Ouais. Et t'es allé à Majorque dans l'académie? Oui, Majorque, j'y suis allé quand même assez souvent depuis 2020. J'y vais tous les étés et j'y suis aussi allé plein de fois parce que j'avais une amie qui vivait là-bas. Donc voilà, Tu l'académie. vas en pèlerinage ou tu vas en pour visiter, Alors pour non, jouer, pour faire du j'y contenu? j'y vais souvent pour jouer. Pour jouer. L'été, c'est pour jouer. Mais j'y suis aussi allé parce que voilà, j'aime beaucoup Lille et j'ai des amis là-bas. Je connais bien les joueurs de l'académie. Je les suis aussi sur le circuit Challenger. Je les suis aussi sur le circuit junior. Donc c'est toujours très sympa de venir les voir jouer et de découvrir encore plus l'académie parce que ça s'étend chaque année. Donc c'est un endroit assez incroyable pour le tennis. Ouais, c'est un vrai business, hein. Oui, c'est sûr. En fait, sur les académies, moi je trouve qu'on en retrouve deux qui ressortent du lot évidemment. Bien sûr. Rafa et Patrick Mouratoglou. Ouais. Et t'es allé chez Mouratoglou? Oui, aussi. C'est quoi pour toi les différences entre les deux? Parce qu'il doit y en avoir. Alors déjà, il y a une différence dans la manière dont ils s'approchent auprès des joueurs. C'est-à-dire que je pense que Mouratoglou, vraiment, ils sont sur la performance à fond. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est le rôle des académies, c'est sûr, mais Mouratoglou, je pense qu'ils sont vraiment à fond dans ça. Rafa, il est plus dans les valeurs, même si, bien évidemment, les joueurs, eux, veulent la performance. Donc c'est dans l'approche auprès des joueurs. Et ensuite, Mouratoglou, moi, la première impression que j'ai eue quand j'y suis allé, c'était vraiment c'est une usine, en fait, une usine à joueurs. C'est un businessman. Voilà, c'est un C'est ça. businessman. Et voilà, la grande majorité des joueurs qui ressortent de la Mouratoglou sont de grands joueurs. Au final, il a tellement de joueurs qu'il a produits. Stefanos Tsitsipas qu'il a aidé, Holger Rune. Et il y en a tellement qui arrivent. On a des Ksenia Efremova, on avait Alexei Popyrin. Donc il y en a plein. Rafa, lui, ses joueurs, ils sont encore en train de se développer. Il en a aidé quelques-uns. Casper qui est venu s'entraîner à l'académie. On a Jaume Mouniard. Et là, il y en a plein qui sont sur le circuit Challenger. Daniel Rincon, Abdullah Shelbay et encore plein d'autres. Donc, ils vont arriver, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. On a eu des débats en interne sur est-ce qu'il faut ramener du business sur le tennis. Moi, je pense qu'il y en a besoin, évidemment. Mhm. Mais c'est vrai que Patrick, avec son, comme tu dis, un peu l'aspect usine, mais c'est aussi ce dont le tennis a besoin, c'est-à-dire beaucoup plus d'argent investi, beaucoup plus de production, beaucoup plus de terrain pour s'entraîner, des Mhm. académies de cet acabit pour justement ramener aussi des joueurs et de l'intérêt sur le circuit. Oui, surtout que Patrick, c'est quand même le coach. C'est Oui, le coach de il est connu pour Serena ça. et il a une réelle mentalité qu'il apporte aux joueurs qui est parfaite. Il analyse tellement bien que
ça pousse les joueurs à se dépasser. Et donc, oui, il apporte énormément au tennis. Et je pense que c'est vraiment le côté bénéfique des académies, ça c'est sûr. Bon, donc du coup, tu nous as dit que tu avais été invité pour voilà, des expériences assez incroyables, que tu as été Mhm. approché, tu as fait des collabs, les gens t'ont fait confiance. Mhm. Et là, tu es en train de basculer depuis la retraite de Rafa. Mhm. Est-ce que ça te fait flipper? Comment tu vois la suite? Est-ce que tu as envie d'en vivre full time ou de garder ça sur le côté? C'est quoi ta vision? Alors, est-ce que ça me fait flipper dans un premier temps? Non, pas vraiment. Là, j'essaie vraiment de profiter un peu de réaliser du contenu. J'essaie de vraiment d'aimer ça parce que les dernières années avec Rafa étaient un peu compliquées parce Ouais. que voilà, on le voyait souvent blessé. C'était pas toujours facile de trouver le contenu à réaliser quand il n'y avait pas de tournoi. Ce qui était bien quand on suivait Rafa, c'était l'adrénaline qu'il y avait quand on le voyait jouer un tournoi. Il se passait tellement de choses, les gens venaient vers toi pour te demander des questions, te poser des questions, pour savoir comment il allait. Quand tu étais sur le tournoi, c'était vraiment incroyable. Hmm. Maintenant, je sais pas trop où est-ce que je vais. Mais en tout cas, je teste. Et ce que je veux, c'est continuer à vivre des opportunités dingues, continuer à vivre le tennis à fond. C'est vraiment le vivre avec passion, avec intensité, vivre des expériences comme j'ai pu vivre. Si je peux encore en vivre, ce serait dingue. Mais ouais, enfin, j'essaye de tester, j'essaie d'analyser et on verra où ça me mène. Et qu'est-ce qu'il faut, Vas-y, vas-y, qu'est-ce vas-y. qu'il faut absolument pas faire du coup dans tes tests? Au contraire, qu'est-ce qui marche? Comment tu mets le curseur? Est-ce que quand tu postes, tu dis ah, ça se trouve, ça va être nul? Alors, Comment tu gères? ouais, j'ai quand même maintenant l'expérience, tu vois, je sais si une vidéo va vraiment marcher, si une vidéo va pas marcher. Par moment, on peut être surpris aussi. Euh, Déjà, ce que je peux pas faire, c'est complètement oublier Rafael Nadal. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas commencé une nouvelle page. C'est-à-dire que j'ai renommé mon compte pour parler de tennis en général. Les gens me connaissaient déjà sous le nom d'Hippo parce que j'avais quand même mon nom qui était dans mon nom d'utilisateur. Et là, je parle de ma personne, de ma passion pour le tennis et du tennis en général. Donc je ne peux pas oublier Rafa, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je suis obligé de parler de lui parce que j'ai quand même une grande majorité des personnes qui sont venues pour Rafa, pas pour moi. C'est ancré dans ton ADN, quoi, maintenant. C'est ça. Et c'est une personne qui m'a inspiré en tant qu'athlète et en tant qu'humain. Donc même moi, j'arriverais pas à m'en détacher. Donc je suis obligé d'en parler. Je peux pas trop en abuser sur ses rivaux, même si j'ai rien contre eux et je les aime beaucoup. Mais je peux pas trop en abuser sur Roger et Novak, même si ce sont de très bonnes personnes. Donc voilà, j'essaie de parler de l'actualité tennis en général. Alors, parler du tennis maintenant, je pense que c'est plus compliqué parce qu'on a quand même, on sort d'une ère qui était tout simplement géniale, qui a Oui, attiré tu tellement trouves? de personnes. Oui, je pense on a quand même on a perdu Rafa et Parce que Roger. maintenant, tu as Sinner, Alcaraz. Bien Alors, sûr. c'est vrai, ouais. Alors, Ouais, c'est vrai, je vois ils ce sont que tu que veux dans dire. leur début et est-ce qu'ils attirent autant que Rafa, Roger et Novak? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas facile d'attirer en fait énormément de gens dans le tennis parce que voilà, on a un top 10 qui est différent par rapport à avant. On avait des gens qui étaient vraiment ancrés dans le top 10 pendant un certain temps. Maintenant, ça change souvent. Mais il faut réussir à montrer la bonne image de ces personnes, de ces joueurs. Et il faut que les personnes vraiment commencent à les découvrir pour ensuite être passionnés par le tennis. Et du coup, toi, ton avis sur le tennis actuel, justement, tu parles du top 10. C'est quoi ton ressenti par rapport à il y a 15 ans, par exemple, sur les styles de jeu, les joueurs? Est-ce que tu trouves qu'on s'améliore, Mhm. Quoi, parce que je sais plus qui disait là récemment qui trouvait qu'aujourd'hui dans le top 10, voilà, on a que des mecs qui s'envoient des parpaings, mais que du coup, Je voilà, pense que les c'est styles Tony de jeu. Nadal qui disait ça, mais C'est possible, ouais. Non, je crois que j'ai vu passer quelqu'un d'autre. Ouais, Ouais, ça bah, m'a c'est dit. Peut-être possible. Benoît Malin, je crois, quelque chose Exactement, comme ça. Ouais, Benoît c'est Malin, ça. ouais, c'est ça. Possible. Exactement. Moi, je trouve le tennis tout autant passionnant. C'est-à-dire que quand on voit hier des Grigor Dimitrov et des Gaël Monfils qui s'envoient un match totalement dingue jusqu'à des À 38 ans, hein, voilà, faut le préciser, 38 ans et 33 ans. 33, ouais. Donc ouais, le tennis c'est super passionnant parce que voilà, on a toujours les jeunes qui essayent de trouver leur marque. Maintenant, on a des Yannick Sinner et des Carlos Alcaraz qui sont vraiment matures, qui sont vraiment les boss du tennis. On a des Joao Fonseca et des Leonard Martin qui essayent de monter en puissance. Et on a aussi la génération Tsitsipas, Medvedev qui eux essayent de retrouver quand même leur meilleur niveau. Et on a encore Novak Djokovic qui lui se bat pour continuer à rêver. C'est compliqué en ce moment. Bien Djokovic. évidemment, c'est compliqué, mais en tout cas, il est toujours là. Donc, Il est toujours là. on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il a quand même gagné les JO l'année dernière. Donc, voilà, le tennis reste passionnant. Après, bien évidemment, ça change à chaque fois. Quand on regarde le tennis il y a 15 ans, il y a 10 ans, c'est totalement différent. Je ne vais pas dire que c'est un sport qui est axé que sur la puissance. C'est faux quand même. Mais bien évidemment que l'aspect physique change. On rentre dans une dimension qui est encore plus folle. Euh, Quand on voit comment des Carlos Alcaraz et des Yannick Sinner peuvent taper dans la balle pendant des heures, peuvent se délivrer des combats totalement fous. C'est totalement différent des combats qu'on a eu entre Rafa et Roger, entre Rafa et Djoko. Ça évolue. L'intensité était déjà folle à ces périodes quand on voit les Rafa Verdasco en 2009 à Melbourne.
Mais là, quand on voit un Yannick Sinner Alcaraz, c'est tout autant impressionnant, mais ça change. C'est-à-dire que l'aspect est différent, le service aide beaucoup plus. Donc ouais, c'est vraiment différent, mais ça reste un sport assez passionnant. Toi, Max, t'en penses quoi rapidement aussi Moi, du jeu actuel? je suis moins enthousiaste que Mhm. Igo. Ouais. Ouais. Et ça fait du bien de voir, qui plus est un jeune, hein, qui Mhm. est comme un dingue sur le jeu actuel. Je suis pas aussi défaitiste qu'un Benoît Mélin, mais je le rejoins en fait. Et moi, j'adore voir Lerner Tien, ou Tien d'ailleurs, je sais pas Mhm. exactement comment Ouais, on dit. je sais pas aussi. Schwartzmann, tu vois, qui a terminé. J'ai regardé ses matchs, ça m'a fait du bien. Mhm. J'aime Baez sur terre. Ouais. J'aime ces mecs qui créent du jeu, qui ont une main, Mhm. qui réfléchissent et qui font avec des armes autres parce que je Mhm. m'identifie aussi à eux. Ouais. Comme une fille va s'identifier à une fille qui lui ressemble, moi je peux pas m'identifier à Carlos, même si Ouais. j'adorais. Mhm. Et du coup, je m'ennuie un peu. On a de la chance quand même avec le tennis français Mhm. dernièrement, donc ça fait du bien. Ça redore un peu le truc. Mais voilà, je te pose la question aussi, Mathias. Attends, Mathias. Ouais, bah écoute, moi je suis entre vous deux en fait. Ok. Je suis aussi assez enthousiaste avec la nouvelle génération, mais je suis aussi un peu. Voilà, c'est vrai que moi j'ai 29 ans, donc tu sais, je suis un peu entre les deux, et du coup, c'est vrai que il y a aussi des petites déceptions aussi sur les nouveaux joueurs qui émergent. Moi j'ai été très bercé avec Nadal, Federer, Djoko, et Mhm. je retrouve pas ça, et c'est ça qui me manque en fait. Ça me Mhm. manque ce tennis un peu enfin, il y a du tennis de très haut niveau, mais ça manque de voir des top stars en fait. Je Mhm. pense que le tennis, ils ont besoin de stars, et aujourd'hui. Sinner, c'est un robot. Alcaraz, ok, c'est le seul qui sort un petit peu du lot, mais derrière, il n'y a plus rien, quoi. C'est très monotone. Le top 20 fait pas tant rêver que ça par rapport à avant. C'est-à-dire Mhm. que Exactement. Moi, je veux je voir des crois que rockstars, ouais, en fait, au voilà, c'est tennis. ça. Avant, Pour on avait, attirer du on monde avait des aussi. joueurs qui étaient vraiment ancrés. Maintenant, ça change énormément. Mais quand on avait des Stan Wawrinka, des Andy Murray, même Dominic Thiem encore sur de 2016 à 2020, il était tout le temps là. Il allait loin dans les tournois. Il avait une force mentale qui était dingue. Donc, c'était des joueurs qui étaient vraiment ancrés. Et là, ça change tout le temps. C'est-à-dire que là, on a des Tommy Paul, je crois non, il est 11e, je crois, mais on a des Alex de Minaur, on a des Roublev. Donc, ils ont toujours des hauts et des bas. Mais ouais, c'est pas des superstars. C'est-à-dire que on s'identifie moins à eux, je pense. C'est marrant de voir d'ailleurs là un Fritz ou un Zverev qui cartonnait fin d'année dernière et qui sont un peu dans le dur. Et à la fois, ça les rend presque un peu humains, ça fait Mhm. presque du bien, Ouais. même si Ouais. on s'y perd un peu. Et alors, juste avant d'aller plus loin sur l'actu, t'as que 20 ans. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu fais à côté et comment tu t'organises en fait? C'est quoi ta vie? Alors, moi maintenant, je suis en école de commerce à Cage, à Bordeaux. Et donc, je sors de 2 années de prépa. Donc, pour suivre le tennis et les 2 dernières années de Rafa, c'était pas si facile que ça. Et pour créer du contenu, c'était pas aussi facile. Mais il fallait gérer son temps. C'est-à-dire que c'était dans le métro, dans les moments de pause, je m'occupais de mon compte Insta. Et j'ai l'impression que je redécouvre un peu le tennis. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ça a été 2 années où le tennis a été un peu en suspens pour moi. Surtout en 2023. 2024, je l'ai redécouvert à partir de Roland. Mais là, je le redécouvre, donc je suis quand même assez heureux, même si ça a beaucoup changé. Je prends souvent l'exemple, le matin, quand je me réveillais, tu regardes les highlights de Tennis TV, Hmm. tu regardes les vidéos, avant, tu avais Rafa, Djoko, Federer, Wawrinka, Murray. Ils sont plus là, mon gars. Maintenant, maintenant, ils sont plus là. Maintenant, on peut commencer avec un Zverev en premier sur Tennis TV. Donc, Ah, la purge. c'est donc c'est Je différent. zappe. Mais j'essaie quand même de profiter et c'est un sport qui me fait vibrer. Donc voilà. Mais pour revenir sur moi, ouais, je suis à Cage, en école de commerce. J'ai plein de temps libre. Donc maintenant, j'essaie de voyager. J'essaie de vivre un peu plus du tennis. Donc voilà. Pour l'instant, je suis encore dans l'analyse et j'essaie de découvrir un peu plus. Et tu as une fréquence de poste, tu t'obliges ou je veux dire, tu as analysé quelque chose pour que ça marche ou c'est quoi ta manière de fonctionner? Je pense que depuis 2019-2020, je poste tous les jours. Enfin, Ok. j'ai dû rater que quelques jours d'absence, mais ouais, c'est tous les jours. Et après, par rapport à l'actualité, ça change tout le temps. C'est-à-dire que quand je fais un réel que j'ai bien travaillé, je vais le poster à une certaine heure. Ouais. Et sinon, si c'est en même temps pendant un grand chelem, les résultats, je vais les poster. L'actualité, je vais y réagir. Donc ça dépend vraiment des moments dans le tennis. Et t'as toujours posté en anglais ou t'as commencé en français? Toujours en anglais. Ouais, Et j'ai c'était commencé. quoi? Pourquoi? Pour cibler un marché plus large? Alors, je pense que je me Toucher sentais plus vraiment à d'audience? l'aise avec l'anglais directement. Et en même temps, j'apprenais l'anglais progressivement. Et ouais, je sais pas, j'ai été attiré par l'anglais. J'ai commencé directement, alors que j'aurais pu commencer en français. Mais je me souviens de mes premiers pas. Alors, j'avais découvert l'Académie Mouratoglou
au moment où j'ai commencé mon compte Instagram. Donc, j'avais posté plein de photos de la Mouratoglou et c'était pas en un post. J'avais posté 25 photos en même temps. Tu les as Et donc, régalés, quoi. et donc les gens de ma classe, ils disaient mais arrête ça, c'est horrible, arrête ça tout de suite. Et donc, ensuite, j'ai commencé à poster de Rafa. Ils m'ont tout de suite dit arrête, c'est nul. Ah ouais. Ah oui, non, les gens, ils étaient. Moi, j'étais quoi? J'étais en cinquième, quatrième, donc c'est pas normal de voir un mec qui poste de l'actu de Rafa, qui fait une fanpage, tu vois. Ouais. Les gens, quand ils entendent fanpage, ils pensent au blog de Justin Bieber, des fangirls Ouais. qui étaient à fond. Alors qu'au final, j'ai essayé de rendre ça un peu plus sérieux. Et ça a plutôt bien marché. Et donc voilà, aujourd'hui, les gens du collège reviennent me voir et me disent bah ouais, au final, tu as bien travaillé et tu as persévéré. Et aujourd'hui, tu kiffes ce que tu fais sur ton compte. Donc voilà, donc les gens me disaient arrête. Et j'ai continué. Et aujourd'hui, Moral c'est de un l'histoire, il truc. faut pas écouter les gens. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça Je dépend. veux pas faire le contenu Sur inspirant. les, mais, sur les photos, Mourad, ils avaient peut-être raison. Oui, Après, non, ils avaient t'as- raison. J'aurais dû arrêter ça tout de suite. Et j'ai arrêté ça tout de suite. Mais Et tu dis que tu postes tous les jours, j'imagine, pour l'algo, pour être bien référencé. oui, pour Ouais. l'algo. Et en même temps, je pense que enfin, maintenant, c'est une routine. C'est-à-dire Ouais. que je trouve un contenu sur lequel je peux discuter, je peux réagir. Et en même temps, bah, les tennis, quand même, sur toute l'année, on est quand même assez servi. Donc, il y a toujours quelque chose sur lequel on peut parler. Il n'y a Ouais. pas un moment où tu grilles un peu mentalement de te dire, ouais, il faut absolument que je le fasse. Non, tu le subis pas, ça. Non, pour l'instant, non. Ok, tant mieux. C'était sur Rafa, sur la fin. Enfin, pas sur la fin, mais je pense 2023, il a presque pas joué. Et donc, Il a manque fait de quoi? Il a contenu. fait 3 matchs, 4 matchs? Ouais, 4 matchs sur l'année 2023. Donc, quand on revient en arrière, mentalement, c'est dur déjà de revenir en arrière tout le temps parce que tu as l'impression que tu parles d'un joueur retraité alors qu'il était encore en train de se battre pour rester un joueur professionnel. Mais non, je pense que là, aujourd'hui, vraiment, je pense que je peux parler de tout. Et même s'il y a du contenu qui marche moins bien, ça me pousse pas trop à changer. J'essaie de voir quand même ce qui plaît aux personnes, mais je peux parler de tout, franchement. C'est intéressant ce que tu dis, Max, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu es obligé d'être compétitif. Et pour être Mhm. compétitif, il faut publier le plus possible, avoir Mhm. les meilleures métriques, Mhm. être bien référencé dans l'algorithme. Donc, toi, finalement, tu n'as pas vraiment cette pression aujourd'hui de faire toujours plus, justement, suivre un rythme très régulier pour performer sur les réseaux. Ça, c'est pas quelque chose qui te Alors, pose problème aujourd'hui. je pense que ça fait depuis longtemps que je me suis détaché des statistiques. Alors avant, vraiment, je regardais souvent Ok. parce que ça m'aidait à me dire si là j'étais dans une bonne période. T'as supprimé le nombre de likes? Non, j'ai pas supprimé, mais je les ai toujours. En tout cas, ça m'aide par moment, tu C'est vois, à c'est voir ce public, qui. tu l'as laissé public. Ouais, je l'ai laissé J'ai public. vu beaucoup de créateurs l'enlever, ouais. Ouais. Bah, oui, Ouais, parce que pas mal, maintenant ouais, qu'il y a pour s'en la, détacher, ouais. maintenant qu'il y a il y a la fonction, ouais, les personnes s'en détachent. Mais non, moi je l'ai laissé parce que ça m'aide à voir un peu ce qui marche pas bien. Mais en tout cas, le nombre d'abonnés, ça fait plus longtemps que je me suis détaché. Même les likes, ça me fait plus rien. C'est-à-dire qu'avant, quand je voyais un post qui marchait pas, bah, ça m'emmerdait. Ouais. Mais là, franchement, je me dis, bah, ok, ça n'a pas bien marché. Mais en tout cas, comment je peux faire pour rendre ce contenu plus sympa? Ou est-ce que j'arrête ce contenu et je passe à autre chose? Et au final, ça m'aide juste à savoir si je suis bien dans l'algorithme et en même temps si les personnes aiment ce que je fais. Après, c'est sûr qu'en ce moment, c'est plus compliqué parce que je vois quand même une chute du nombre d'abonnés. Et bon, après, je trouve ça totalement normal. Mais comment je peux réussir à attirer des personnes qui n'étaient pas abonnées à moi et comment les gens peuvent se dire je vais m'abonner à Hippo? Parce qu'avant, il y avait Rafael Nadal qui était écrit en gros, donc les gens se disent ok, on va parler du contenu de Rafa, c'est sympa. Mais là, quand on voit Hippo, un jeune de 20 ans, est-ce qu'on va s'abonner à lui? En quoi il est attractif? Je sais pas. Moi, je suis pas encore hyper à l'aise avec ma personne. Ok. Je me montre beaucoup plus par rapport à avant. Mais je sais pas si je pourrais faire du contenu vraiment en me valorisant, en montrant ma personne. Ouais. Peut-être que bientôt, j'ai posté du contenu où je joue au tennis. Ça, j'ai pas encore jamais fait. Mais je réfléchis, j'essaie de voir. Ça marche bien, ça? Le contenu où tu Ah, ça joues au cartonne. tennis, ça Bah cartonne, oui, hein. non. Ah ouais, ouais, sur il- YouTube, c'est incroyable. Mhm. T'as des mecs à 32 qui ont des Ah oui, communautés. oui. C'est Ah oui, fou, non, quoi. ça c'est sûr. Mais même sur Insta, des personnes juste qui tapent la balle et qui ont un petit texte. Ouais. Par moment, bah, quand on se dit mentionne une personne avec qui tu Oui, tu voudrais qui taper t'as la envie de balle. jouer, et bah ça, les gens ont envie de partager parce que c'est un contenu sympa et tout le monde s'approprie cette caption et en même temps les personnes qui jouent. Donc, Et aller voir Rafa, essayer de le choper chez lui et lui dire écoute, Rafa, j'ai fait un nombre incalculable de posts sur toi. Est-ce que tu pourrais faire un petit message que tu laisserais en commentaire, en post épinglé, mhm. en disant voilà, merci à tous d'avoir suivi ce compte qui m'était dédié. Maintenant, Hippo va prendre la main. Mhm. Et dès tu le laisses un peu en mode post d'intro, quoi. Les Ouais. gens comprendraient la suite. T'as pas imaginé de dire vas-y, je fais un pari, j'y vais 4 jours, j'essaie de le choper, quoi.
Non? Je sais pas. Je suis sûr qu'il accepterait, il est tellement cool. Ouais, non, il est super sympa, mais est-ce que je pourrais lui demander de faire ça? Je sais pas. Parce que déjà, sur la communication, c'est pas facile. Parce que Rafa, il est quand même assez détaché des réseaux sociaux. Ouais. Je pense que tu lui demandes ça, je pense qu'il comprend pas ce que tu lui dis au départ. Tu crois, vraiment? Ouais, je pense qu'au départ, il comprend pas. Il dit, mais déjà. Alors, moi, peut-être que. Ok. Bah, il sait quand même qu'il y a des pages fans qui ont fait du contenu sur lui. Je pense qu'avec Raphaël, on a fait des cadeaux, on a fait des moments sympas, tu vois. Ouais. Moi, je suis allé à Roland pendant. Vraiment, là, depuis 2015, 2014, j'y suis presque tous les jours. Donc, Rafa, je le voyais tous les jours. J'étais au premier rang à ses entraînements. Je l'attendais même à la sortie par moment de Roland. Là, par exemple, le match contre Joko en 2022, bah, j'étais là jusqu'à 2 heures du mat, tu vois, pour le féliciter. Donc je pense qu'il se dit, ouais, il y a des mecs quand même qui sont fans, qui réagissent au quotidien sur mes performances. Mais je pense qu'il est assez détaché des réseaux sociaux. Donc, est-ce que je pourrais lui demander ça? Je ne sais pas. Hmm. Je pense que j'ai déjà été assez privilégié parce que j'ai essayé de créer plein de choses et d'interagir avec ma communauté pour remercier Rafa. Donc, on a fait des vidéos, on a fait des livres, des mosaïques, et il les a reçus. J'ai eu par moments des réponses qui étaient super sympas, mais lui demander de faire ça, je sais pas. Hmm. On va voir. En vrai, j'ai essayé de réfléchir à me dire, est-ce qu'un jour, je pourrais faire un podcast ou une vidéo avec Rafa, tu vois? Vous l'avez vu là, le podcast passé? Bien sûr. Oui, Ah avec, ouais, Tu l'avais écouté? la première Avec Rodic? minute, ouais, Ouais. très sympa. T'as écouté intégralement? Ouais, intégralement. Ça fait combien de temps? 1h07, je crois, si je me souviens bien. Et t'écoutais déjà le podcast de Rodic? Non, jamais. T'en as pensé quoi là, l'épisode avec Rafa? Très sympa. Bah, en tout Ouais. cas, déjà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Et bah, le voir parler de sa carrière, de revenir en arrière, c'est super sympa. Le moment sur les JO, c'est quand même assez fou, Ouais. parce que t'imaginais pas ça comme ça. Et en plus, ça fait du bien de voir deux joueurs professionnels parler en même temps De de manière tennis. décontractée. Ouais, parler de manière décontractée, parce que bah, c'est souvent Rafa avec un intervieweur, une personne qui ne s'y connaît pas trop dans le tennis. Et là, tu vois deux mecs c'est comme s'ils faisaient des maths, tu vois. Et ils parlent statistiquement de la façon dont ils jouaient. Et donc, tu vois vraiment profondément, en fait, comment le joueur de tennis réfléchit. Donc, je trouvais ça vraiment super intéressant. Ils sont en visio ou en physique? Non, physiquement, aussi, juste à côté. C'est où? Comme nous. C'était C'est beau. à alors, c'était en République Dominicaine, parce que Ah ouais. Rafa, il ouvrait un hôtel. Donc, Incroyable. ouais, il s'est rendu là-bas, Rodic, et ils ont Ah, fait c'est le. beau. Ouais, Rafa a ouvert On un aurait pu aller hôtel. là-bas, les gars, quand même. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fout là? La prochaine fois. Mais Et ouais, du coup, Rafa a ouvert un hôtel en République dominicaine. ouais, que j'ignorais. alors il gère une chaîne d'hôtels maintenant. Et donc, il les a ouverts en Espagne. Et là, je crois que c'est le premier qui est en dehors d'Espagne. Mais ouais, il a plein de business à côté. Je pense que Ouais, maintenant, bah, de toute Rafa, façon, c'est aujourd'hui, Rafa, les sportifs c'est de haut businessman niveau, c'est- maintenant. Donc, Des bateaux aussi, des yachts. ouais, Mm. les bateaux aussi. Donc, ouais, il a plein de nouvelles activités. Et quel est ton avis, toi, sur la retraite de Nadal? Enfin, comment tu penses que ça aurait pu se dérouler autrement? Est-ce qu'il est bien sorti? Est-ce que des choses auraient pu être faites? Je te dis ça parce que moi, je trouve que j'étais un peu déçu de sa sortie Ouais, je comprends. à Roland-Garros. Voilà, avec, Je comprends. c'était assez tristouné, on va C'est dire. sûr. Ce qui va Bah. être repris, hein, ce qui va être modifié. Ils vont... Je veux pas te couper. Ah ouais, non, mais bien sûr. Je veux pas te spoiler non plus. Non, mais je comprends totalement que ça fasse réagir et que ça déçoit, parce que quand on a vu la retraite de Roger, qu'on voit la cérémonie qui est magnifique, franchement, tu peux Ouais. pas faire mieux en vrai. Hmm. Même si ça se passe à la Lever Cup, qui est sa compétition, Ouais. une compétition exhibition, tu peux pas vraiment faire mieux, parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait toutes les légendes du tennis. C'était un énorme moment d'émotion. La musique aussi, tout le monde maintenant, Ellie Goulding, là, quand on l'entend, bah, on se dit, bah voilà, c'est la musique de Roger. et pour Rafa, en fait, moi, je pense que c'est un vrai succès, parce qu'il aurait pu s'arrêter sans jouer au tennis. Et c'est la même chose pour Roger. Au final, ils ont pu reprendre la raquette. Et Rafa, il a réussi à faire vraiment une saison qui était presque complète. Donc, pour moi, c'est une forme de succès. Et la façon dont Rome lui rend hommage, la façon dont Paris lui rend hommage au JO, il n'y a personne qui a eu ça Oui, au au final JO, ouais, c'est auparavant. Je incroyable. trouve que on a eu des images de dingue. Et je pense que les personnes se focalisent trop sur Malaga. Alors, c'est vrai que Feliciano Lopez nous avait teasé une cérémonie totalement dingue, où au final, bah, il apporte juste le 4 qui était peut-être dans la pièce juste à côté. Il ne s'est pas passé grand-chose, c'est sûr. Et peut-être qu'ils avaient prévu différemment. Mais bah, j'ai confiance en Roland Garros. Je pense qu'il va se passer quelque chose de sympa cette année. Donc, on verra. Ouais, ils ont annoncé qu'ils feraient une Ils ont belle annoncé, cérémonie, ouais, ouais. donc J'ai confiance aussi. j'ai confiance aussi la façon dont ils ont célébré la décima, le fait qu'il lui donnait la parole aussi après son match contre Zverev. Je trouve que c'est
ils ont toujours bien géré Roland Garros, donc j'ai confiance en eux. Ils veulent le nommer ambassadeur d'ailleurs. Oui. Tu sais ce qu'il devrait y avoir dans ces missions à peu Du près tout, non, Non. je sais pas du tout. En tout cas, je pense que c'est déjà un gros symbole de Roland Garros. Après, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je sais pas. Est-ce qu'il serait là à tous les matchs en loge présidentielle? C'est possible. Mais Avec Yann Thiriac qui est Henri Lecomte, ouais, voilà, c'est ça. son chapeau. Ouais. Et après, je sais pas ce qui peut se passer de plus. Il y a des gens qui veulent renommer le cours Philippe Chatrier Rafael Nadal. Je suis pas T'en totalement penses quoi, d'accord. toi? Non, je pense que Philippe Chatrier, il a quand même réalisé quelque chose d'incroyable autour de Roland Garros. Je me souviens que j'ai découvert Philippe Chatrier c'est dans un livre que mon père m'avait offert quand j'étais plus petit. Et c'était un livre sur Roland Garros. Et j'avais découvert toutes ces personnes liées à Roland Garros, ces champions. Mm. Et quand on voit ce qu'a réalisé Philippe Chatrier, j'ai envie de lui laisser sa marque en fait. Même si Rafa, ce qu'il a réalisé pour Roland Garros, c'est totalement incroyable. Mm. Il a fait une pub pour Roland Garros Ouais. et pour le tennis qui est Et non totalement pas pour dingue. le tennis, dans l'histoire du sport de manière C'est générale, ça. c'est impressionnant. Mais je pense qu'on peut laisser quand même à Philippe Chatrier ce qu'il a réalisé parce que s'il n'y a pas Philippe Chatrier, il n'y a pas le cours qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas Rafael Nadal. Donc, enfin, si, il y a quand même peut-être Rafael Nadal, mais sur un cours plus petit. Non, je pense qu'on laisse le cours Philippe Chatrier, c'est pas mal. Il y a déjà une statue, donc on va pas T'en se penses plaindre. quoi, toi, Max, de ça? Alors moi déjà, je suis impressionné quand je voyage à l'étranger et que je couvre des tournois jeunes, mais Mhm. jeunes, hein, tu vois, Ouais. genre moins de 12 ans, moins de 14, et que je demande qui est votre joueur préféré, et qu'à l'unanimité, on me dit Rafa. Je me dis, putain, c'est incroyable, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire, l'aura, l'impact et la manière dont il touche les gens. Mm. Notamment les jeunes, je me dis, Ouais. pourquoi pas un Carlos ou un Sinner, Bah ou quoi, oui, tu vois, un oui. truc à Mhm. quelqu'un Ouais. d'actuel. Non, il a cette empreinte qui me questionne, mais je Mm. trouve ça génial parce que le mec, humainement, fait l'unanimité. Il est capable Ouais. de traverser la route pour aller dire bonjour à quelqu'un qui s'estime pas forcément, C'est sûr. tu vois, Mm. se dire, Rafa va traverser 250 mètres pour venir me checker. Tu vois, le mec, Ouais. j'avais entendu aussi qu'à Wimbledon, il louait une maison tous les ans, il faisait à manger pour tout le staff. Mm. Ah ouais C'était une manière de se vider la tête et de partager. C'est ça, il est hyper humain, quoi. Et ce que j'en pense pour Roland, génial qu'il soit ambassadeur. De là à renommer le terrain, j'irai peut-être pas jusque-là, parce qu'on est un peu. Tu vois, moi j'aime bien aller sur le Châtrier, c'est quand même historique, quoi. Ouais. C'est Non, vrai. et le prénom est sympa, donc on peut rester sur ça. Mais Il y a déjà une statue. ouais, déjà pas mal. Je pense Qui que vaut ce qu'elle vaut, mais Ouais. elle est là. ouais, c'est sûr. On a la piste à Rafa Nadal à Barcelone aussi, donc voilà. Il y aura plein d'hommages, je pense que ça va être sympa. Et donc, pendant qu'on tourne ce podcast, il y a Indian Wells en ce moment même. Donc, la vidéo sortira d'ici 2 semaines, mais on aura déjà le résultat. Toi, est-ce que tu as un prono sur le vainqueur d'Indian Wells? Et également, après, on parlera des joueurs qui performent en ce moment. Ce qui me ferait plaisir, c'est de voir une troisième finale entre Alcaraz et Medvedev. Ah, d'accord. Alors, je pense que Carlos part encore super favori, mais en fait, il y a cette volonté d'avoir cette finale, mais en même temps, je pense qu'il y a plein de joueurs qui peuvent réussir cette année. Quand on voit Grigspor qui fait vraiment un super tournoi, on a Holger Rune qui a sorti Tsitsipas, donc on ne sait jamais ce qu'il peut nous proposer. Après, Holger. Holger, c'est des hauts et des bas. C'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'on a? On a des Alex Desminor, on a Dimitrov. Bon, après, là, il joue Alcaraz, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais moi, mon prono, je pense que ça va être Alcaraz-Medvedev une nouvelle fois. Après, je sais pas ce que Et vous le en vainqueur, pensez. du Alcaraz coup une nouvelle fois, je Alcaraz. pense. Un triplé. Moi, j'aimerais bien voir un Arthur Fils aller peut-être en demi. Qui joue Medvedev, c'est ça? Qui joue à Danil. S'il Ouais. arrivait à faire sauter Danil, ça serait bien, ouais. incroyable. Mhm. Il va prendre la place de numéro 1 français. Ouais. Donc, Oui, bon, j'aime au ça. moment où ça sort, il sera peut-être redépassé à nouveau par Hugo. Humbert. Mais je le vois pas gagner, hein. Je vois évidemment un Carlos favori. Mhm. Même si j'aurais aimé voir un peu de nouveauté, quelqu'un qui sort de nulle part. Mhm. Un Fernley, non, c'est ça? Il est encore en lice? Non, il est plus en Non, lice, ok, mais. Jake Fernley Jacob Fernet, non? Jacob, ouais, c'est Jacob. ça. J'aime bien un peu ces nouveaux noms. Mhm. Alors, c'est un peu tôt, sur 12 jours, 7 matchs. Mhm. C'est compliqué, mais j'aimerais bien qu'il y ait un Young Gun là, qui fasse péter Jack prochainement. Draper? Draper, ouais, et à Il la a depuis fois, longtemps, lui. le mec, Ouais. il fait 2m14, il envoie que des lattes. Il joue. J'ai envie d'autre Ouais. chose. Ouais, c'est vrai. Il joue Fritz, je crois, ouais. Fritz Ouais, qui ouais. Il y a Shelton aussi encore qui est en lice. Shelton, après, c'est un peu le géant qui avoine, mais qui est Ouais. tellement frais, qui est tellement souriant, C'est vrai. que ça me ferait trop plaisir. Ouais, c'est vrai. Et puis en préparant un petit peu, j'ai vu que, mine de rien, il a quoi? Il a 20 ans, non? Ouais, je crois qu'il a 20 ans. Il a 20 ans, il est 12e mondial, il est 5e à la race. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Il est en Mm. train de s'installer, le Ouais. bonhomme. Ouais. Et toi, tu vois qui?
Bah, Medvedev est ambassadeur de Fungible et en fait, par rapport à ses dernières mauvaises performances, j'aimerais bien qu'il aille au moins en finale. Mhm. Parce que j'aime beaucoup ce joueur. Voilà. Son côté aussi un peu hors terrain, on va dire, que Bien je trouve sûr. sympathique. Mais sinon, ouais, je vois comme toi une finale, tu vois un peu Carlos Alcaraz. J'aimerais bien que Medvedev gagne. Et je vois bien Alcaraz remporter encore une fois ce trophée. Mhm. Et après, sur les jeunes joueurs, moi j'aime bien Jakub Mensik, Machak, etc. Voilà, il y a des nouveaux joueurs comme ça qui émergent. Alors après, c'est compliqué quand même de se faire une place dans le top 10-15. Mhm. Mais je vois bien ces nouveaux joueurs percer quand même. Ils sont sur la plateforme aussi? Ils sont sur la plateforme, évidemment. Magnifique. Et du coup, On a Gio aussi, Giovanni. ouais, MPG. Ouais. Et si Daniil venait à gagner le tournoi, qu'est-ce qui se passe en tout cas pour les utilisateurs de Fungible? Est-ce qu'il y a une En récompense fait, particulière? ouais, en fait, ils vont être du coup les mieux classés et donc du coup, ils vont avoir accès à des récompenses. Et en plus, ce qui est intéressant avec Daniil, c'est que là, justement, on va offrir des places pour regarder le match dans un prochain tournoi Ouais. derrière le coach de Daniil, donc dans son box. Et aussi une rencontre dans un hôtel avec lui dans un prochain tournoi. Donc c'est Et, vraiment des et on le récompenses. sait quand le tournoi? En fait, à l'avance, on offre la récompense à l'utilisateur et ensuite on voit avec l'utilisateur quand est-ce qu'il est dispo, à quelle date. D'accord. Et nous, après, on fait le check avec Daniil et puis voilà, ça peut être Miami, ça peut être Roland, enfin voilà, ça peut être des tournois en fonction de l'utilisateur qui a gagné. Et vous échangez avec lui de temps en temps ou ça dit quoi? Ouais, alors moi je l'ai rencontré justement à Miami il y a un an Ouais. de cela parce que ça va commencer là, Miami. Et nous, on échange surtout avec son agent. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un mec super, Daniil, et il est très. Voilà, il nous laisse faire plein de choses avec le jeu, des récompenses, des raquettes, etc. Donc, vraiment content de l'avoir en ambassadeur. Et tu disais Mensik et Machak, ça dit quoi de leur côté? Mensik et Machak, alors dans le jeu, ils sont plutôt bien demandés puisque c'est des jeunes joueurs avec un fort potentiel. Ouais. Après, on n'a pas encore fait d'activation marketing avec eux. D'accord. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, qu'en fait, nous, on signe des contrats avec les joueurs de tennis, mais on n'a pas tout le temps des activations marketing parce que c'est des budgets évidemment supplémentaires. Mhm. Et par exemple, Mensik et Machak, ça va être uniquement des contrats de licence passive. Donc, on va juste utiliser leur image dans le jeu. Eux, ils reçoivent des fonds supplémentaires et ensuite, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'activation marketing ou autre. Donc tu as échangé qu'avec les agents aussi, pas avec eux directement? Non, c'est avec les agents, ouais. Avec les agents. Les joueurs avec qui on a échangé directement, ouais, ça va être les joueurs avec qui on fait des activations marketing. Zverev Ouais. aussi, pendant Roland Garros de l'année dernière. On a fait Medvedev, Jules Marie aussi. Yes. Donc voilà, des joueurs comme Gio, etc. Gio, j'ai jamais rencontré. Mhm. Je l'avais croisé à l'US Open, vite fait, mais c'est tout. Mais Qui en ça? tout cas, Giovanni MPG MPG. Perica. Mais donc, ouais, en fait, tu as accès à des joueurs sur la plateforme, mais tous ne font pas d'activation marketing. C'est du budget supplémentaire ensuite à mettre, évidemment. Ok. Muy bien. Et du coup, si on parle un petit peu de Roland, toi, tu as des petits pronos déjà en avance ou... Alors, c'est jamais facile de pronostiquer Roland déjà avant que la saison sur terre battue ait commencé. Oui, c'est vrai. Mais c'est assez ouvert quand même. On a quand même le maître des lieux qui n'est plus là maintenant. Donc, sur les pronos, déjà, on en a un en moins, un gros en moins. Sinner qui va revenir. Sinner qui va revenir, ça c'est la vraie question. Est-ce qu'il va revenir en grande forme? Est-ce que ça va être plus compliqué? C'est complexe parce qu'on a en même temps Alexander Zverev qui a fait une finale l'année dernière. On ne sait pas s'il peut revenir à un niveau après cette finale à l'Open d'Australie où il sort totalement dépité. Et là, les trois performances qu'il a eues depuis sont assez tristes. Carlos Alcaraz, qui, pour moi, qui est le grand nom parce que voilà, vainqueur l'année dernière et toujours en grande forme sur terre battue. Et après, Novak Djokovic, est-ce qu'il peut tenir physiquement jusqu'à la fin du tournoi? C'est complexe, on ne sait pas. C'est la Mais, question. et en même temps, on a envie de voir des joueurs qui essaient de se développer un peu sur terre battue. On a Joao Fonseca, voilà, qui en Amérique du Sud, qui a été incroyable. C'est clair. Enfin, Buenos Aires, c'était dingue. Bon, il a été un peu submergé par les émotions à Rio, mais non, franchement, il va être incroyable à Roland. Et je pense que le public a envie de le découvrir aussi. Donc, il peut faire une bonne performance. Et après, on peut avoir plein de surprises. Mais franchement, je pense que Carlos Alcaraz est le grand favori. J'ai eu les exploitants du tournoi de Buenos Aires en Argentine, qui sont français. C'est Tenium, dont le coach de Richard, Julien Cassaigne, qui me disait le tournoi n'a jamais aussi bien marché grâce à Fonseca.
parce qu'il y a une espèce d'euphorie de dingue, les gens consommaient sur place. Et puis là-bas, c'est un peu en mode match de foot, donc l'ambiance, elle est folle. Et le pays se porte bien. Donc pour le tennis, c'était excellent. Ils étaient ravis de ça. Et bon, il est arrivé un peu émoussé à Rio, ce qui a fait les affaires d'Alex Muller. Mais en tout cas, c'est chouette pour le tennis, notamment en Amérique du Sud, de voir que ce sport. Il y a eu rayonne, un quoi. débat récemment, comme quoi c'est honteux qu'il n'y ait pas de Master 1000 justement en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine. Oui, surtout qu'ils veulent en placer en Arabie Saoudite. Donc, c'est pour ça qu'il y a le vrai débat où on se dit pourquoi pas le placer en Amérique du Sud C'est ça. où les matchs sont totalement dingues. L'ambiance, là, quand on a vu les derniers matchs de Schwarzman, les matchs de Fonseca, c'est dingue. Limite, Fonseca était plus supporté que les Argentins alors qu'il a fait tomber 4 Argentins avant la. Ouais, j'ai vu un débat là-dessus sur un podcast, mais en fait, ce qui se passe, c'est aussi que le tennis, c'est un sport vieillissant, c'est un sport quand même qui est en train de perdre du terrain vis-à-vis du paddle ou du pickleball aux États-Unis, et qu'en fait, l'Arabie Saoudite ramène énormément de fonds et de visibilité en fait sur le long terme sur le tennis. Donc, la question se pose. Alors, c'est vrai qu'il y a la morale, l'argent, mais si le sport meurt et que derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc moi personnellement ça me dérange pas qu'il y ait des Master 1000 en Arabie Saoudite si l'Arabie Saoudite finance l'essor du tennis dans le monde en fait. Bon, c'est un avis un peu divergent, mais en tout cas moi je suis plutôt de ce parti-là. Oui, non, ça fait débat. Après, je sais pas ce que tu en penses, Max, mais enfin, c'est dur déjà quand même de voir dans le sport que l'Arabie Saoudite s'accapare beaucoup de choses. Après, bien évidemment, je pense qu'ils ils peuvent le faire assez bien parce qu'ils ont les moyens. Mais les voir s'accaparer les joueurs de foot, maintenant les joueurs de tennis et tous les autres sports, c'est pas la chose la plus facile à accepter. Mais après, bien évidemment, comme tu l'as dit, je pense qu'ils peuvent faire de bonnes choses. Et je reste pas totalement sceptique, mais Si je peux faire un parallèle par exemple avec le Paris Saint-Germain, si tu n'avais pas eu des investisseurs qataris, aujourd'hui on serait en train de jouer la Ligue Europa ou la Ligue Conférence. Enfin, pour ceux qui sont fans du PSG, c'est pas mon cas, mais en tout cas, voilà, tu pourrais être en train de jouer des compétitions là, alors que ça te ramène de l'attraction pour le pays, pour le club. J'ai en train de voir là que le Paris FC, etc., ça ramène de l'argent aussi sur les clubs autour de la capitale, donc ça fait vivre l'économie du football qui n'en a pas forcément besoin par rapport au tennis. Mais je pense que si on ramène de l'argent saoudien sur la table et qui permettent, il faut que ça soit fait intelligemment, de développer le tennis de manière internationale, évidemment, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, le Master 1000 qu'ils aimeraient, normalement, qui devrait être livré en 2027, serait positionné juste avant Indian Wells. Donc, ce serait le premier du calendrier. Moi, je suis un petit peu, je demande de voir. En tant que journaliste, je serais ravi d'aller couvrir j'ai pas encore eu la chance d'aller sur le Next Gen ou d'aller faire un tour là-bas pour voir à quoi ça ressemble. Mais je demande à voir par curiosité pour pouvoir analyser, voir comment ça. On a eu Comment ça l'exemple rend, quoi. des Next Gen, on a eu quoi? On a eu le Six King Slam aussi. Ouais, ça c'est. Bon, après, oui, voilà, ils ont les moyens de faire des choses assez spectaculaires, donc reste à voir. Yes. Et alors, tu as parlé de Roland, mais juste avant d'aller Yes. jusqu'à Roland, le tennis, ça n'arrête jamais, ça va à une vitesse folle et toutes les semaines, il y a une actu de dingue. Mais je voulais déjà revenir un peu sur les Français qui ont bien marché depuis le début d'année. Vous pourrez nous dire chacun vos petits coups de cœur. Tu parlais de Giovanni Ampecci, il a plutôt bien marché d'emblée à Brisbane en faisant demi, il me semble. Ensuite, c'est un peu plus compliqué. Hugo, il a fait un beau début de saison. Hugo Humbert. Ouais, Hugo Humbert, mais avant ça, tu as eu. Gaël. C'est le coup de cœur, franchement, à cet âge-là, de faire un aussi bon début de saison, c'est dingue. Après, physiquement, bien évidemment, ça le rattrape. Ouais. Mais il a un titre à Auckland, deuxième tour contre Djoko à Brisbane, Carl Open d'Australie. Yes. Et après, il a rejoué la Indian Wells. Mais, il a repris Indian Wells. C'est ça. En Mais gagnant avec un niveau, solide. franchement, encore une fois, spectaculaire pour son âge. Donc, ça fait plaisir. Juste avant ça, on a Alex Muller qui gagne à Hong Kong, son premier titre, qu'enchaîne avec une finale à Rio, donc ultra propre, top 50. Quentin Alice, top 60 depuis la semaine dernière. Très solide. Et je sais pas si vous avez vu, vous regardez un peu les résultats en Challenger. Valentin Royer. Voilà, et il y en a un deuxième. Mais alors là, je pense que vous avez oublié parce que les gars, c'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, la planète tennis a vrillé, quoi. Non, vous Il y a avez 2 pas semaines. Ouais, en Inde, petit indice en plus. Alors, en Challenger, on a Valentin Royer, on a Bouquet. Maxime Janvier, il fait plus des ITF, lui. Qui revient de blessure parce qu'il a un physique capricieux. Kyrian. Jacquet. Jacquet. Vous êtes là, ça me fait plaisir. Donc voilà, il a commencé par 2 victoires consécutives, 2 tournois, un peu comme Valentin vient de le faire au Rwanda.
Et là, s'il fait un first sur la 3e semaine, mais bon, en enchaînant, je sais pas, peut-être une dizaine de victoires. Et là, Valentin vient de faire pareil au Rwanda. Et alors, petite parenthèse sur le Rwanda, qui investit aussi massivement dans le sport. Je sais pas si vous avez vu passer. Là, j'ai pas vu Ouais, cette non, j'ai info. vu ça, Ouais. ouais. Ils investissent dans le foot énormément. Là, ils sont en train de placer des billes dans le tennis. Mm. Ça peut être intéressant dans les années à venir. Bah ouais, ça pour fait développer le tennis en Afrique, hein, de toute façon. Exactement. Super intéressant. Ouais. T'as des infos un peu là-dessus, Hippo ou... Alors sur le Rwanda, pas du tout. Non, Sur le la président, géopolitique, Non, du tout. Bah, en le tout cas, PIB je non pense que plus. ça. Non, pas encore. Mais franchement, ça serait sympa de voir un peu plus de sport en Afrique parce qu'au final, le grand événement sportif qu'on a en Afrique, c'est la CAN Ouais. dans le football. Mais après, dans le tennis, bah, on n'a pas grand-chose malheureusement. Alors que, voilà, peut-être qu'il manque encore d'infrastructures, mais je pense qu'on peut avoir de beaux événements là-bas. Et il y a vraiment une ferveur qui est incroyable aussi là-bas. Donc, j'aimerais bien voir. Et big up à Valentin Royer, qui est le premier joueur français qu'on a signé chez Fungible. Énorme. Ouais. Magnifique. Dans C'est un beau, ça. ITF au sud du Portugal, il y a 2 ans maintenant. Très bon. J'ai appris à le connaître là à l'Open d'Australie Mhm. 2025. On a fait un tour dans les rues de Melbourne. Il a acheté un jersey de l'équipe de rugby locale. Il est fan de rugby. Et je lui ai écrit dans le train tout à l'heure. On fait un petit épisode tout à l'heure à 17h pour qu'il nous raconte l'aventure rwandaise. Mhm. Et je pense qu'avec Kyrian, il doit y avoir 2-3 anecdotes parce qu'autant en Inde, les 3/4 des joueurs reviennent avec des problèmes Ah oui. intestinaux compliqués. Mhm. Et lui, pendant 2 semaines là-bas, ça a dû être une sacrée aventure. Et je peux savoir, au Rwanda, il y a eu des tirs. Ils ont dû. Je sais plus si c'était Ouais, au c'est- Rwanda, à c'est- Kigali. c'est Ouais, ça. c'est ça. Il y a eu des tirs. Ils ont dû stopper le tournoi. En fait, le directeur du tournoi était dégoûté parce que c'était des essais. La communication n'a pas été bonne puisqu'ils n'ont pas été prévenus sur le tournoi. Mais en vrai, c'était pas une Oui, émeute, oui, une voilà, attaque oui, ou quoi que oui. ce soit. Et ça a fait une espèce de mauvaise Ouais. publicité C'est ça. parce que on fait vite l'amalgame en fait. Oui, c'est sûr. Après, même mauvais, ça fait de la pub quand même. Tu vois, peut-être qu'il y a des gens Exactement. qui ont vu le tournoi Challenger de Kigali et qui connaissaient pas du tout. Quoi. Ouais, exactement. Mais après, c'est la magie aussi des challengers. Hein. Il y a toujours des choses folles qui se produisent. Je sais plus si. Ouais. Je crois que c'était l'image avec Gabriel Debrue qui avait filmé. Je sais plus où est-ce que c'était, mais là, en début d'année, où les cours étaient totalement inondés. Et je sais plus, c'était. Ah, je l'ai pas totalement vu dingue. celle-là. Ouais. Ouais, non. Bon, c'est ça, les challengers, il se passe toujours des choses assez folles. Donc, c'est ça ce qui est sympa aussi. Futur, c'est encore pire. Ouais, ça c'est même catastrophique. Hein. Pour moi, l'état des. Franchement, je sais pas ce que fait l'ITF, mais il faut tout changer. Quoi. Mais c'est une vraie question pour vous, pour Fungible, parce que j'imagine que vous changez un peu le quotidien des joueurs qui sont futurs / challengers. Ouais. Est-ce que tu as des choses concrètes là-dessus Bah, nous, sur peut-être les c'est même conditions carrément un des chevals de bataille. C'est-à-dire que nous, en fait, on veut financer avec notre jeu les joueurs qui jouent en ITF parce que, bah, comme vous le savez, mais peut-être l'audience ne le sait pas, mais ils doivent payer leur billet d'hôtel, leurs raquettes, leurs chaussures, la nourriture, les hôtels, enfin, ils doivent tout payer. Il y a 2000 € à gagner et encore si tu finis premier. Donc, je te raconte pas pour les autres. Et c'est des joueurs en fait qui sont dans le top 1000 mondial et qui n'arrivent même pas à vivre de leur activité. Et moi, j'ai déjà fait pas mal de challenge, de tournois ITF. Et parfois, tu as des choses qui sont ahurissantes. Tu as le bénévole du club qui va aller emmener le joueur chez Decathlon pour lui acheter la raquette et les chaussures pour jouer le lendemain. Tu as des chaises en plastique qui sont à moitié cassées, des joueurs qui ne peuvent même pas s'asseoir entre les matchs. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui sont totalement inadmissibles et ahurissantes. Et on essaye de changer, en tout cas, avec Fungible, en reversant, en fait, tout simplement des revenus à chaque vente de cartes des joueurs. C'est-à-dire que ouais, quand tu achètes une carte, il y a une partie qui va. Exactement. Il y a 30%. 30%. Et du coup, un Valentin Royer, quand vous l'avez signé, il était encore en futur ou déjà en challenger? Oui, il était en futur. Et tu as des retours un peu concrets de j'ai pu financer peut-être 30% de ma saison grâce à ça ou ça, Non, c'est pas après, encore, c'est parce qu'on est dilué. quand même encore trop jeune. tôt. Le jeu vient de commencer, il a même pas un an. D'accord. Le jeu en tant que tel. On a commencé à démarcher les joueurs il y a plus de 2 ans. Mais on a déjà des joueurs ITF qui sont quasiment à 1000 € de revenus juste avec la vente de cartes. Ok. T'as des Pour eux. noms un peu? Pour eux. Ouais, on a qui est-ce qu'on a comme joueur? On a des joueurs espagnols, Emmanuel Pérez aussi. Ok. C'est des joueurs qui sont au 700e mondial. On a Benjamin Winter, Lopez. Ok. Qui est-ce qu'on a d'autre? C'est des gars qui ont des petites communautés sur les réseaux ou comment est-ce qu'ils font pour avoir des. C'était les premiers joueurs qu'on a signés, donc on a vendu D'accord. plus de cartes, tout simplement. Ok. Tout simplement. Là, c'est plus une question Intéressant. d'enjeuté. Après, tu as des joueurs. Là, on vient de rentrer Adrien Goba, par exemple, qui fait beaucoup de tournois ITF. Voilà. Mais nous, en fait, moi, mon objectif, alors, est extrêmement ambitieux, c'est qu'on puisse, grâce à notre jeu,
fournir 10 000 euros par an à chaque joueur qui joue en ITF. Ok. Donc ça fait beaucoup d'euros. Ouais, c'est chouette. Mais en tout cas, c'est un objectif qui peut être atteint. Après, il va falloir en effet développer le produit, faire du marketing, attirer plus d'utilisateurs, etc. Mais c'est possible en tout cas. Toi, Hippo, t'es branché Fantasy Game un peu ou sans plus? Alors moi, franchement, Fantasy Game, je suis pas le plus branché. Après, Ouais. c'est sûr que moi, je me souviens, c'était Tennis Reporter qui faisait son concours pronostic au départ sur les réseaux. Ouais, les concours pronos, ça marche bien, Après, ça. ouais, il y avait les Fantasy Games aussi qui étaient menés par plein d'influenceurs, donc c'était sympa. Alors, Fungible, moi, je suis encore dans l'analyse du jeu. C'est-à-dire que je suis encore dans la découverte avec les 4 différents aspects qui sont assez sympas. Et ouais, je pense qu'il y en a qui se régalent avec des Giovanni Pecci Perica au service. Et après aussi les bonnes performances de chaque joueur chaque semaine. Mais je suis pas hyper branché, mais j'essaie en tout cas de regarder un peu plus. Top. Tu t'es pas trop geek? Pas trop jeux vidéo. Après, dans le tennis, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, moi, je l'étais un peu avant, mais là en ce moment, non, pas du tout. Donc je crois qu'on enchaîne sur des pronostics qui concernent la partie terre battue et notamment l'enchaînement, la tournée qui commence par quoi? Madrid, c'est ça? Non, Monte-Carlo. Monte-Carlo. Monte-Carlo qui enchaîne avec Madrid, Ouais. Rome et en point de Et le mire grand, Roland-Garros. Et en même temps, des petits tournois comme Barcelone. Je crois qu'Estoril a changé aussi, mais Historie, il n'y est pas cette année. ouais, ok. Il Bordeaux. revient l'année prochaine. Bordeaux, bien sûr. Aix-en-Provence. Mhm. Bordeaux qui récupère tous les joueurs éliminés à Rome prématurément. Donc il y a un plateau à chaque fois Très sympa. monstrueux. Bah, d'ailleurs, tu fais tes études, donc tu devrais y être, non? Oui, c'est possible. Après, ça dépend de si je fais un stage à cette période-là. Mais Ouais. oui, il y a possibilité que je sois au Challenger de Bordeaux. Ça peut être sympa Ouais, c'est trop cool. pour découvrir. Du coup, qui est-ce que vous placez sur cet échiquier en demi-finale, vainqueur? Je sais pas si on devait sortir 3 joueurs, peut-être qui ressortiraient de cette tournée. Jean-Mathias, tu peux ouvrir le bal? Ouais, on fait quoi? On fait un top 3? Ouais, top 3, des c'est joueurs bien, qui ouais. ressortiraient. Moi, je vois bien Zverev revenir quand même. Mhm. Parce que là, ça fait quand même 3 matchs enfin, 3 tournois qui ratent totalement. Donc, moi, je vois bien Zverev, Alcaraz, indéniable. Franchement, il est quand même en bonne forme. Et en troisième, c'est là où je prendrais peut-être un peu plus de risques. Mais je vois bien un Fonseca qui va émerger. Il a déjà un peu émergé, mais vraiment prendre le lead, assumer un rôle potentiel de top 10. Quoi. Et si tu devais te mouiller à Roland sur un Fonseca, est-ce qu'il pourrait claquer? S'il Ouais, fait je- first, Ça dépend le tableau, mais. énorme honte à toi. Ouais, c'est clair, non. Non, Fonseca, je pense qu'il peut aller en quart à Roland. Deuxième tour qualif, terminé. Allez, c'est ça. Ouais. Franchement, la saison sur terre battue, depuis qu'il n'y a plus Rafa, c'est complexe parce que on a Tsitsipas qui est sur peut-être son 3e titre, non même 4e, à Monte-Carlo. On a André Roublev qui a gagné à Madrid l'année dernière et à Rome, c'est Zverev, si je ne me trompe pas. Mm. Donc en fait, ça change chaque année. Mais oui, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise. Je pense que Tsitsipas, qui revient bien, peut faire quelque chose à Monte-Carlo. Donc je le mettrai dans mon top 3. Après, on ne sait jamais. Mais alors attends, je t'interromps juste une seconde. Comme tu as Ouais. fait pas mal de partenariats avec le nouvel équipementier de Tsitsipas, est-ce que tu as un ou deux insights là-dessus? Alors maintenant que je Toi suis qui es plus placé dans le maintenant game. que je suis plus trop que je suis plus sur Rafa, Babola c'est un peu détaché de moi, je pense. Enfin, je sais pas comment Zut. ils se sentent avec moi, mais non, je pense que j'ai pas trop pour l'instant d'inside, Ok. mais ça ressemble bien à une raquette Babola, oui. Enfin, Ah non, mais c'est confirmé. oui, c'est confirmé. Ouais. Mais donc oui, est-ce que il va On n'en passer sait pas plus. En soi, Ouais. ils peuvent changer de sponsor, les joueurs. Si tu es en fin de contrat ou alors Ouais, tu c'est ça. rachètes Ouais. les mois. Les slash mois années de restants. contrat. Ouais. Je Après, sais que j'ai écrit ce matin au directeur commercial de Babola pour lui dire on va peut-être en parler, tu as des infos. Il m'a dit je peux rien dire. Ouais. Merci Johan. Mais donc ouais, pour revenir sur mon top 3, je pense que Tsitsipas peut faire quelque chose parce qu'il monte bien en puissance avec cette nouvelle raquette. Zverev, ouais, je pense qu'il peut revenir aussi. Ouais. Et oui, Carlitos, encore une fois. Après, Carlitos, moi, je le vois bien être assez dominant. On l'a encore jamais vraiment vu à Monte-Carlo. Je crois qu'il a fait qu'un match contre Corda en 2022. Qui Sinon... ça, Zverev? Non, Alcaraz. Ah, Alcaraz, pardon. Alcaraz, il a joué qu'un match de sa carrière à Monte-Carlo. Donc, reste à voir si ça peut être un endroit qu'il apprécie. Madrid, je pense que c'est aussi un tournoi qu'il aime bien. Après, bien évidemment, les conditions changent énormément. Et Rome, oui, je pense qu'un Romain Zverev peut aller le chercher encore une fois. Donc en numéro 1, Carlos ou Zverev? Oui, Carlos. Carlos, numéro Ouais. 1, numéro 2, Zverev et numéro 3, Tsitsipas.
Bon, on a quasiment le même top, quoi. Bon, alors moi, déjà, je suis nul sur les pronostics. Je tiens à... Donc, on peut dire aux gens d'écouter ce que tu dis, Ouais, mais de faire tout l'inverse, ouais, quoi. c'est ouais, voilà. J'ai quand même une carrière de parieur à la grande époque. Ah, Ah Quand ouais. j'étais au lycée, ouais, Mhm. j'ai payé des vacances au ski grâce à ça. magnifique. Pas peu fier. Mais après, j'ai perdu énormément. Donc, ça sera plus des paris du cœur que des paris de la raison, clairement. Mhm. Donc, je mettrai un Gaël, mon fils, qui, à mon avis, est un peu light physiquement avec les années qui passent sur Terre. Mais j'aimerais le placer. J'aimerais placer un Corentin Moutet, que j'adore. Je ne vais voir que ses matchs à Roland-Garros. Et j'aimerais qu'il fasse déchaîner les foules un peu comme l'année dernière, peut-être même en mieux. Et je vais mettre en dernier, qui avait bien marché pendant les JO, Musetti, puisque j'adore Ok. son jeu et que j'aimerais qu'il fasse claquer un truc. Mais je vais quand même mettre un petit bonus que vous avez très vite placardisé parce que le tennis le veut. Mhm. C'est Yannick Sinner. Et Ah oui. il sera de retour C'est à vrai, Rome oui, c'est et vrai. je pense qu'il pourra être en finale Oui, je vois Rome, ouais. à Roland tous les jours. Ah oui, non, bien sûr. Voilà. Après, est-ce que le manque de compétition va l'impacter? Je pense pas. Après, je pense que ouais, Il a commencé à mentalement, broder quand même. mentalement, Il il est en s'en train sort de plutôt bien. Donc, s'entraîner, ouais. Il pourra toujours aller au futur de Carnac s'il lui manque des matchs. ça peut être sympa. Logiquement. Ça peut être un concept, ça, de ramener genre un top 50, top 20 dans un tournoi futur. Bah, je crois que déjà, il y avait l'histoire où Bordeaux voulait ramener Rafa en 2023, vu qu'il n'avait pas joué de tournoi avant En Roland et Challenger. qu'il était en Challenger. Oh, le coup, ça aurait été magnifique. Imagine Rafa à Bordeaux. Ouais. Mais ça se fait souvent, ça, des joueurs qui sont. Bah, c'est différent, mais des joueurs qui sont en méforme dans le circuit, on va dire 250-500, vont en challenger pour se refaire un peu la. Comme Koric en ce moment, par exemple. Ouais, Déjà à Qui vient Bordeaux. d'en enchaîner Qui vient enchaîner d'enchaîner deux deux, et- de Tchal, ouais. Mm. Il Déjà est chez vous aussi, Corrèze Un des à premiers Bordeaux l'année dernière, ils avaient des Murray et Wawrinka, si je me trompe pas déjà. Donc Ouais. pour la com, c'est pas mal, hein, je pense. Ouais. Murray qui a gagné à Aix Ouais. avec sa maman qui est venue pour la finale, la star. Il y a le chanteur Redfoo, là, je sais pas si vous avez connu. Bien sûr. C'était quoi son groupe déjà LMFAO. LMFAO, qui a fait un match dans un tournoi ITF. Ouais, là, il y a Diego Forlan aussi qui vient de jouer en double Ouais. Mhm. à Montevideo, je crois, en Uruguay. Mhm. C'est bien fait éclater. Ouais. Ça l'a un peu remis à sa place, le Ouais. Diego. Ouais, reste dans ton sport. Non, je sais pas, mais en vrai, il joue plutôt pas mal. Red Foo, je l'ai vu jouer. Il a une drôle de technique, mais Ouais. tactiquement, il s'en sort. Ouais. Enfin, il a Ouais, l'air- il s'est pris un de love, hein, il s'est pris 6-0, Oui, 6-0. ouais, ouais. c'est sûr. Toi, t'es à combien, Hippo Alors, moi, je suis monté à 15-3 au max, Solide. mais là, je dois être 30. Mais je reprends les compétitions maintenant, donc ça fait longtemps. Ok. Et je reprends les compétitions par équipe en plus. Ce week-end Non, le 30 mars avec le tennis club de Soulac-sur-Mer, Oh, c'est fort. Ok. donc, dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va essayer de revenir en force. Toi, Jean-Mathias Ouais. 15-3 aussi. Meilleur classement. Actuellement Non, meilleur classement. Et alors, plus de match, plus rien Non, mais moi, depuis que j'ai créé SC, ça fait 2 ans que je joue beaucoup moins. Quoi. Je fais plus de tournois, je fais plus rien. Ah, zut. Tu vois tes copains quand même encore Oui, ça va. Ça va. Ok, ça me rassure. Il faut quand même. Et toi, Max? Moi, je suis à 4 encore. Je sais pas comment Solide. je fais. Et en plus, à chaque fois que je me connecte sur 10up, j'espère redescendre 5 pour souffler un peu, quoi. Ils veulent pas. Je sais pas pourquoi. J'ai joué hier soir à 2-6 à 21h30. Ah oui. Quel calvaire les tournois en France, putain. Mais je matche plus et quand je suis dispo un peu chez moi, je m'inscris au bluff histoire de faire du sport. 3e tour, 21h un mardi Ouais, soir. Sinon, il y a On aime. le 8h30 aussi le matin qui, par moment, il fait mal, mais On rebondit. Donc pour terminer, on a une section anecdotes. Tu nous as dit que tu avais voyagé, tu avais vécu des expériences. Est-ce que tu peux nous partager du coup un fail, une réussite, un truc improbable que tu as vécu? alors, j'ai pas mal d'anecdotes. Je pense que si je devais en citer une en bonus, ce serait déjà que j'ai pu faire les cérémonies de médailles au JO. Donc, j'étais sur le cours quand Novak Djokovic a pris enfin, pour la première fois sa médaille d'or En tenue de l'époque? avec ce polo. Ah ouais, énorme. Tu l'as ressorti. hein. Ouais, et C'est qui fait ça d'ailleurs? Louis Vuitton. Ah oui, bien. Habillé par Louis Vuitton. Oui. T'as gardé le pantalon, les chaussures, tout? J'ai revendu un peu pour me faire un peu d'argent. Ah, il est pas fou le hippo. de toute Non, manière, je les avais en doublon, donc ça va, je les ai encore. Mais ouais, donc ça c'était une belle expérience, surtout qu'en plus, j'avais créé un peu le bazar pour la cérémonie parce que moi, je m'occupais de mener les athlètes au podium. Ouais. Et donc, quand la cérémonie se terminait, vu qu'il y avait un match après, il fallait que je demande aux athlètes de sortir. Et Novak, lui, il voulait pas trop sortir. Lui, il voulait profiter du moment. Et comme en Grand Chelem, il passe 15 minutes à faire des photos. Ouais. Sauf que là, c'est très rapide. Et donc, j'ai demandé à Musetti et ensuite à Alcaraz de quitter le podium. Donc, eux ont quitté et Novak me regarde et me dit non, non, fais pas ça du tout. Non, il reste. Et donc, Musetti et Alcaraz m'ont suivi.
et il y a une photo où on voit Novak qui est comme ça, et moi derrière. Donc, moment très sympa. Et ouais, ça, c'est mon anecdote des JO. Et sinon, bah, avec Rafa, j'en ai pas mal. Et juste le cœur qui bat 20 000 quand tu rentres avec tes médailles. C'est totalement dingue. Ah ouais. Enfin, le fait déjà de rentrer. Là, j'avais pas les médailles pour la finale de hommes, mais je les avais pour la finale double mixte, parce qu'il y a plein de rôles quand on s'occupe de la cérémonie des médailles. Mais enfin, le cœur bat à 3000 quand tu rentres dans un stade comme ça. J'avais déjà fait ramasseur de balles, mais quand tu rentres comme ça, dans un moment qui est historique, Bah oui. avec les gens, le téléphone à la main, qui crient de joie, les hymnes, les émotions sont totalement dingues. Et qui t'avait contacté d'ailleurs pour ça? C'est toi qui avais postulé ou c'était. Alors, au départ, c'était les ramasseurs. Enfin, moi, j'ai été ramasseur de balles en 2020. Et donc, j'ai reçu un mail du formateur des ramasseurs de balles qui demandait, qui cherchait en fait des personnes pour être ramasseur de balles au JO. Donc, il cherchait vraiment les anciens. C'est-à-dire vraiment de 2020 et ensuite ceux qui ont même été là, en 2013, tout ça. Moi, on voit des T'étais images. sur le central à l'époque? En ramasseur de balles, Ouais. j'ai fait le central une fois. Alors, c'était pour les troisièmes tours. Et j'avais fait tous les autres cours et j'étais resté jusqu'au samedi avant la finale. Donc j'avais pu suivre un peu Rafa en 2020 quand il y avait très peu de Génial. spectateurs, donc c'était totalement dingue. Euh, donc j'avais déjà vécu en fait cette expérience de rentrer sur un cours pas totalement rempli. Là, c'était vraiment la première fois. Et ouais, grand moment d'émotion. Et après, si je pouvais raconter une anecdote sur Rafa, j'en ai beaucoup, hein. Bah, je pense que c'est le tournoi 2022 où vraiment j'ai pu le suivre. J'ai raté tous les jours de cours, alors que c'était l'année du bac, hein. Mais il y avait le bac quelques semaines après. Et j'ai raté tous les jours de cours. J'y suis allé pour voir Rafa qui arrivait à Roland avec un pied qui était détruit. Et ouais, j'ai suivi tous les entraînements. Un entraînement, je me souviens, sur le cours numéro 5 où Rafa, en bout de course, a failli me tuer avec un coup droit. J'ai la vidéo en plus, donc elle a bien marché sur les réseaux. Et ouais, bah, il y a ces victoires face à Novak Djokovic où je l'attends tard à côté de Roland Garros. Et j'ai pu le féliciter, tout ça. Il était super sympa une nouvelle fois. Énorme. Et ouais, bah, quand il soulève le trophée, bah, t'es tellement bien. Enfin, t'es trop heureux. Il y a un événement auquel tu veux participer en particulier? Quelque chose que tu as dans le viseur? C'est un élément dans lequel. Un événement. Un événement, pardon. Ouais. Bah, en vrai, faire tous les tours du Grand Chelem, c'est un objectif. Pour Et l'instant, lequel sortirait en particulier? je pense que Melbourne, en le début d'année, franchement, ça a l'air très sympa. T'as fait quoi comme grand chelem Comme Grand Chelem, j'ai fait que Roland Garros Que pour Roland. l'instant. Toi aussi? Non, J'ai fait les quatre. T'as fait les 4, ouais. Melbourne, là, c'était la T'avais- 5e fois. Ah ouais. très d'accord. fort, très fort. C'était cool, ouais. Melbourne, C'est le seul qui me manque, moi. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est chouette. Quand on voit, c'est le happy slam en fait, c'est ça, c'est vraiment la définition du tournoi joyeux. Tout le monde a l'air heureux. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui, hein. Enfin, je pense que ça s'est vraiment développé. Et, Ouais. je crois que c'est depuis l'année dernière où on a vu un nombre de Français qui venaient supporter nos joueurs, donc ça fait plaisir de voir ça. Et tu pars longtemps là-bas? Là, je suis parti 10 2 jours. semaines. Ouais, Ouais. 2 semaines. Hein. Et cette année, j'ai trouvé ça. J'étais invité pour 5 jours. Tu te rends compte? 5 jours à Melbourne. Je dis, mais les gars, attendez, je pars 5 jours avant, je reviens 5 jours après. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, Et Ouais. cette année, j'ai trouvé ça hallucinant le nombre de Français venus pour le tournoi. Mhm. Comme si c'était. À côté, quoi. Ouais, comme si c'était Créteil. Ouais. On est à Melbourne. Mm. Normal. Mm. Et je sais pas comment font ces gens, mais je suis impressionné. En tout cas, c'est cool, ça met de l'ambiance et tout. Jean-Mathias, une anecdote peut-être avec un agent pas facile à gérer, un joueur très cool, un mix des deux. Qu'est-ce que t'en- Ouais, il y en a. Alors, sur des agents pas faciles à gérer, ça, il y en a plusieurs. Une anecdote que j'avais déjà dit dans un autre podcast. on va en faire une par épisode, donc donne Ouais. pas tout d'un coup. Hein. Ok. Non, mais une assez que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais nous, il y a 2 ans, on avait essayé de signer Alexander Zverev. Ouais. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus de concurrence sur notre secteur, et donc du coup, c'était très compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après vraiment plusieurs semaines, mois de discussion, eh bien, l'agent Zverev nous a dit, non, on va pas aller avec toi, quoi. Mm. Donc c'est fini, c'est mort. En gros, plus jamais on aura de contrat. C'est qui l'agent? L'agent Zverev, c'est Sergei. Il Sergei bosse pour Bubka. qui? Ah, Il Bubka, est, ouais, le fils de. exactement. D'accord. Sergei Bubka. Et Rien à voir, non? Le père ou le fils? Excuse-moi, je te coupe, mais ça m'intéresse. non, c'est le. Ça n'a rien fils. à voir avec l'athlétisme. Non, si, je crois qu'il y a un lien avec Ah ouais. l'athlétisme. Ouais. Si, Ok. si. C'est ça, Sergei Bubka. Bon, on vérifiera, on fera du Ouais, fast ouais. checking, mais ouais, c'est ça.
Et ce qui s'est passé, c'est que nous, en fait, on avait perdu Zverev, qui devait être en fait notre plus gros joueur, parce que voilà, aujourd'hui, il est top 2. À l'époque, il était aussi très, 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 très fort. Et donc, nous, ça nous mettait quand même en porte-à-faux vis-à-vis du projet, etc. Et à force d'abnégation et de résilience, un an après, en fait, comme on a continué à être sur le marché et être les plus forts, on a pu signer Alexander Zverev au bout d'un an. Donc c'est plus une anecdote de résilience C'est beau. et entrepreneuriale. Mais en tout cas, ouais, on n'a rien lâché et on a réussi à signer Alexander Zverev en un an. Mais du coup, moi, ce qui me questionne, c'est qu'est-ce qui fait que vous étiez encore là et pas les autres? Enfin, qu'est-ce qui vous différencie par rapport En fait, nous, à on est d'autres sur concepts? un secteur qui est le secteur du gaming, donc des jeux fantasy, mais aussi du secteur du Web3. Parce que nous, on va vendre aussi avec des crypto-monnaies, etc., les cartes. Et c'est un secteur qui, depuis 2021-2022, ne fait que s'écrouler. Ok. Et en fait, nous, à l'époque, si tu veux, il y avait des gros acteurs qui ont dit allez, moi, je vais donner 1 million n'importe quoi, à Medvedev, 3 millions à tel joueur, etc. Donc, ils avaient signé des contrats. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ils sont revenus sur leur contrat vu que le marché baissait. Et nous, en fait, on avait signé des joueurs ITF, donc Valentin Royer. Le premier joueur qu'on a signé, c'est Benjamin Winter Lopez, un joueur qui est 600e mondial en ITF. Et donc, on a continué à en signer. Et au bout d'un an, en fait, on avait toujours. C'est nous qui avions les plus gros joueurs, c'est nous qui avons le plus de joueurs. Et en fait, c'est ce qui a fait que un an après, on avait de la crédibilité vis-à-vis de Alexander Zverev. On avait levé des fonds aussi, ce qui nous permettait aussi de sortir un peu de cash pour signer ces joueurs-là, quoi. Et il y a eu un avant-après Zverev? Oui. Ah. En fait, dès qu'on a sorti Zverev, on a vu beaucoup plus de personnes qui sont intéressées au projet, que ce soit des organismes, que ce soit... là, on a signé avec le Coq Sportif, notamment. Voilà, c'est des projets comme ça qui sont venus avec nous. On a eu également d'autres joueurs. Tu as beaucoup plus de crédibilité. Medvedev, on l'a signé après Zverev, parce qu'on avait signé Zverev. Voilà. Et aujourd'hui, même en ayant Medvedev et Zverev, en fait, on attire encore des nouveaux partenaires. Et après, la prochaine étape, ça sera évidemment d'aller chercher, on va dire... Alcaraz Sinner, hein, voilà, ça Yes. va être la grosse étape. Et après, voilà, c'est comme ça qu'on a fait étape par étape. Trop bien, bravo. Moi, du coup, pour l'anecdote, j'ai besoin de contexte, les gars. Vous voulez quoi? Parce que j'en ai tellement que, Ouais, peut-être sur une interview. sur Peut-être une interview avec. T'as vu un podcast probablement. Ouais. J'en ai une où ça s'est mal passé. Je sais pas Ouais, si je peux voilà, la pour raconter. commencer, ouais. Pour Ah, la première, c'est pas mal ça. Allez, vas-y, je raconte. Déjà, donner un nom, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de me mettre à dos, quoi. Mais j'ai tourné, moi, en fait, 110 épisodes pendant le confinement. Et du coup, Ah oui, t'as charbonné. j'ai charbonné, j'en faisais 2-3 par jour. Et j'arrive à peu près à la moitié, et c'est la première personne qui arrive un quart d'heure en retard. Et en fait, elle se connecte, c'est une fille, elle se connecte, et en fait, elle s'était fait les cheveux, rouge à lèvres, tout, c'était en visio, hein. On est pendant le confinement, les gars. Pas bonjour, pas désolé, rien. Bon, on y va. Et je lui dis, bah ouais, du coup, enchanté. Tu vois, je pose un peu le cadre. On tourne. Il s'avère que son épisode est génial. C'est pas forcément un top nom, mais c'est une personne qui a une notoriété et qui a une histoire qui est géniale. Et je la diffuse en numéro 3 dans la diffusion des épisodes. Donc j'ai 110 épisodes à diffuser et je me dis, tiens, je vais la mettre en 3e épisode. Et l'épisode se lance, donc on est dans le tout début de la vie de ce podcast. On a les stats des 2 premiers épisodes, et là je vois que le lancement est excellent dans la nuit, tu vois. Et elle m'appelle le lendemain matin, pas bonjour, rien. Ouais, j'ai des copines qui m'ont dit que là j'avais balancé, faut surtout pas laisser ça. J'ai balancé sur une telle, faut surtout pas laisser ça. Vire-moi cet épisode tout de suite. Et elle raccroche. Et moi, en fait, j'ai rejoint Tennis Légende, qui a été fondé par Johan, qui a une 40aine d'années. J'appelle Johan. Je lui dis, écoute, il y a un truc qui vient de m'appeler là. C'est un peu compliqué. Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Et il me dit, ok. Il me fait un audio après. Il me fait, mec, j'ai pas pu en placer une. Pendant 30 secondes, elle m'a enchaîné. Et on peut rien faire, quoi. Et Je crois que je vois qui c'est, moi. 5 minutes après, l'agent m'appelle. Et alors, la chance dans cette histoire, c'est que j'avais fait un épisode avec l'agent qui s'était hyper bien passé. Et ses filles avaient écouté le podcast en disant trop bien, trop cool. Et l'agent, il a un accent sud-américain. Il fait, ouais, Maxime, rien contre toi. C'est juste, tu connais les filles. Tu sais ce que c'est.
retire juste la partie où elle balance sur le machin et tu me l'envoies et c'est bon. Et donc je l'ai coupé. Ben, déjà, j'ai retiré l'épisode, j'ai coupé, j'ai envoyé et ils m'ont jamais répondu. Ces Non. enfoirés. Ils ont disparu. Et du coup, j'ai jamais publié cet épisode qui, quand tu démarres un projet, c'est un peu chiant. Donc voilà. Je crois que Johan, le fondateur du Tennis Legend, a vraiment une dent contre cette personne. Moi, je suis pas trop rancunier, donc ça va. Donc, tu as dû retirer l'épisode. J'ai retiré l'épisode qui marchait trop bien, qu'on n'a jamais diffusé, donc je suis un peu défait. Ouais. Et en plus, même si tu retirais et que tu coupais la partie et tu remettais, ça Ouais. niquait toutes tes stats. Je Non. sais pas, mais en vrai, à une journée près, c'est pas un Ouais, drame. c'était pas très grave. Ouais. Et alors, pour moi, le pire dans cette histoire, c'est que si je recroise la personne demain, sachant que le tennis, c'est un microcosme, Ah ouais. on va Tout le monde forcément se connaît. être amené à collaborer. Il va falloir en parler. Se dire, ah ouais, au fait, ça va. Tu vois, le truc gênant du départ, quoi. Donc, voilà, et anecdote de podcast. Ok, parfait. Relou, Très mais belle, ça fait partie très belle de- anecdote. de l'histoire. Merci à tous. Merci Hippo. Bah, écoute, on te souhaite quand même une bonne continuation sur tous tes projets tennis. Merci beaucoup. On va voir si tes pronos étaient donc les bons. Merci d'avoir participé à ce premier podcast. Ouais. Bah, trop cool de t'avoir rencontré, Hippo, hein, franchement, Ouais. trop bien. C'est un honneur. Jean-Mathias, pareil, ravi d'en savoir plus sur Fujiball. Juste, quel est ton actu? Est-ce que tu as un truc ou d'autre prévu, à part les matchs par équipe? À part les matchs par équipe, je pense que je vais me rendre à l'UTS de Monsieur Mouratoglou. D'accord. Ouais. Lequel Nîmes. Ok. Donc ça peut être sympa. C'est quand la date déjà? C'est début avril. Ouais. Alors si je me trompe pas, ça doit être 3 jours, 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais essayer de me rendre à Monte-Carlo. Alors pour l'instant, j'ai pas encore mes places, donc on va voir si quelques partenaires seraient d'accord pour m'aider. Ouais. Mais ouais, et après, bah, Roland. Je sais pas encore, peut-être que j'aurai des projets. C'est à ces périodes-là, en fait, où il y a quelques projets qui arrivent, comme quand on me dit que je vais pouvoir jouer un match sur Simon Mathieu ou qu'il y aura une série sur ma personne pour la dernière de Rafa. Donc pour l'instant, je sais pas encore. Je suis encore dans l'inconnu, mais je vais essayer de continuer de profiter de la création de contenu. Et comme je l'ai dit encore une fois, on verra bien où ça nous mène. Hein. Énorme. Bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Envoie du lourd. Et n'oublie pas d'aller voir Rafa à Ouais, Majorque. ça c'est sûr. Allez, à bientôt. Merci les gars. à tous. Salut. Merci.